Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Belles Lettres. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau M. Ngoma Binda, écrivain, philosophe, politologue et professeur à l'UNIKIN. Bonjour professeur. Bonjour, merci beaucoup M. Kalombo. Comme vous l'avez dit, j'enseigne à l'Université de Kinshasa, à la faculté des lettres. Et puisque nous sommes dans une émission qui parle des belles lettres, je voudrais dire que j'ai fait justement les belles lettres, essentiellement les humanités gréco-latines. À l'époque, il y a longtemps, donc gréco-latines, on avait beaucoup de leçons sur la littérature, essentiellement française. Après cela, j'ai continué à l'université. C'est vrai que c'était à la faculté de théologie où il y avait la philosophie, un département de philosophie et religions africaines. Mais pour la dernière licence, je suis allé à la faculté des lettres à l'université de Lubumbashi. J'ai terminé donc là et la littérature, les lettres m'accompagnent. Même si je faisais la philosophie. Et par bonheur également, quand j'ai terminé mes études, j'ai été remarqué et recruté par le professeur Mudimbe Vumbiyoka, un grand littéraire, comme vous le savez. Et j'ai travaillé avec lui comme assistant pendant 3 ans jusqu'à son départ pour les États-Unis. J'ai gardé l'amour de la littérature jusqu'à présent. J'en fais, j'écris des poèmes, j'écris des nouvelles, etc. Voilà, j'ai obtenu quelques prix littéraires. Professeur, c'est un honneur et un bonheur pour moi de me retrouver sur ce plateau avec vous pour un entretien sur la littérature, le livre, la lecture et l'écriture. D'emblée, il y a une question qui me passe par la tête. Vous êtes doyen honoraire de la faculté de lettres de l'UNIKIN. Mais est-ce que, professeur, la faculté de lettres a vraiment sa raison d'être dans une société dominée par le gain immédiat, le profit, l'utilité? Les gens sont plus préoccupés par le gain immédiat que par les lettres, par exemple. Oui, vous avez raison de poser cette question. Et dans un monde où tout le monde cherche à obtenir le plus de biens matériels possible, on choisit plutôt à l'université d'aller faire ces sciences-là qui procurent l'argent, le matériel le plus rapidement possible. Mais malheureusement, dans aucun pays du monde, vous ne verrez un pays sérieux où vous verrez une faculté des lettres. La faculté des lettres, c'est une faculté non pas de production des biens matériels, mais de production des biens culturels, spirituels. Et ce sont des biens aussi important que les biens matériels. Vous savez que la faculté des lettres, avec notamment les humanités, c'est une faculté qui forme l'homme, qui forme l'âme de l'homme. Un être humain véritable ne peut être tel dans une société que si il porte en lui les valeurs, et les valeurs morales sont essentiellement enseignées, sont essentiellement transmises à travers les productions des biens culturels qui sont faits, qui sont les résultats des recherches justement à la faculté des lettres. Ça, c'est du côté des humanités. Et quand on ajoute par exemple la philosophie comme telle, là c'est encore le sommet, parce que c'est elle qui donne à la société la pensée la plus appropriée pour pouvoir bien vivre ensemble, pour pouvoir bien faire évoluer la société. Et vous savez que la philosophie, c'est-à-dire la pensée exigeante, c'est elle qui a créé
la plupart des valeurs, y compris dans nos sociétés traditionnelles, c'est la pensée, c'est la réflexion approfondie qui est critique et qui fait voir à la société le chemin à suivre. Et donc la faculté des lettres, c'est une faculté importante. Et quand pour le moment, on s'avise de pouvoir faire la philosophie d'une manière que j'appelle personnellement inflexionnelle, c'est-à-dire si on met en avant une philosophie appliquée essentiellement dans le cadre de l'éthique, eh bien, on voit directement que la philosophie est très importante parce qu'elle sera appliquée et à la médecine et à la politique et à l'économique et à l'écologique, etc. Pour le moment, c'est cela qui est au cœur véritablement de toutes les réflexions parce qu'on sait, on voit que la réflexion philosophique aide l'homme à mieux s'acheminer dans la vie. Autrement, c'est des dérapages éternels. Oui, la philo, elle va de pair avec la littérature. Et dans notre émission ici, il est question d'un entretien autour de la littérature. Qu'est-ce que d'abord la littérature, professeur? Ben, écoutez, la littérature, sincèrement, j'ai écrit jadis, justement, à Lubumbashi, un petit texte, l'art littéraire. Oui. C'est un art. Et j'ai toujours comparé la littérature un peu comme on le fait pour la définition de la musique. La littérature, pour moi, c'est l'art de combiner les mots et les expressions d'une manière agréable à l'oreille, à l'âme, etc. Donc, c'est un art, c'est une manière très, très, très exigeante de pouvoir ciseler les mots. C'est un travail qui s'effectue avec les mots, simplement. Avec les idées, c'est vrai, mais surtout avec les mots et l'agencement, la structuration. Et souvent, dans la littérature, on recherche l'art, comme je disais, c'est-à-dire la qualité de ce qui peut plaire le plus aux gens. De telle manière que quand on écrit une phrase, chacun admet que c'est une belle phrase. C'est bien écrit. Et quand on prononce un poème, chacun sait que, et à l'écriture et à l'oreille, ces mots sont bien agencés, sont porteurs d'une dimension esthétique admirable. Voilà. Donc c'est un art de pouvoir, comme les sculpteurs sculptent avec soit de l'argile, soit du bois, autre chose. Nous sculptons avec des mots. Concevez-vous une littérature qui se contenterait d'être belle et pas utile? Belle, pas utile. Bon, à un certain moment, il y a eu, dans le passé, une définition de l'art comme de l'art pour l'art. Faire rien que pour le plaisir, en fait. Mais cette conception a été totalement démentie et dépassée. On fait de la littérature, on crée de la beauté à partir des mots, mais pour pouvoir dire quelque chose à la société, en plus du plaisir qu'on procure au lecteur, en plus de soi-même, il y a aussi les idées qu'on véhicule, la morale qu'on véhicule, la façon de voir le monde qu'on véhicule, l'interpellation. Une littérature, quand elle est, par exemple, emplie de dimensions politiques, c'est une littérature qui interpelle les acteurs politiques ou ceux qui un jour voudraient entrer en politique, ou carrément les citoyens, etc. Et on en a connu plusieurs. Notre littérature a été largement une littérature engagée, donc une littérature qui se veut utile, absolument. En tout cas, personnellement, j'ai toujours pensé dans les petits textes que j'écris, que d'ailleurs j'écris pour le moment essentiellement pour les jeunes, littérature de jeunesse, c'est pour 3 objectifs.
Un, c'est pour leur apprendre à la jeunesse, aux jeunes gens, de pouvoir maîtriser la langue de travail qu'est pour le moment la langue française. Alors j'écris des petits textes et des poèmes et des contes pour qu'ils s'imprègnent, qu'ils suivent cet exemple pour pouvoir maîtriser la langue. Deuxièmement, j'écris pour leur apprendre des leçons civiques et morales. Vous savez, je focalise l'attention sur la recréation des contes traditionnels. Je m'inspire dans les contes et je recrée, j'en fais comme des nouvelles personnes. Et vous savez, le propre des contes, c'est de pouvoir inférer ou faire apprendre une morale, de tirer une morale. Les fables de La Fontaine, nous les connaissons, toutes apportent une leçon morale à la société. Troisième objectif que j'assigne donc à mes petits travaux, simplement, c'est de pouvoir être présent au sein du monde littéraire. Et j'invite le plus grand nombre possible des jeunes à pouvoir être présent sur la scène littéraire. On doit apprendre à écrire. À la faculté des lettres, vous avez posé la question de la faculté des lettres. Je pense qu'à la faculté des lettres, on apprend beaucoup plus à interpréter, à analyser les textes des autres, mais sans jamais apprendre aux jeunes gens comment écrire un poème, comment rédiger un roman, etc. Des TP, des travaux pratiques ne portent jamais sur la rédaction des romans. Alors que, à mon avis, quand j'étais doyen, vous l'avez évoqué, j'ai tenté d'interpeller les collègues de nos départements de langue française, langue anglaise, etc. Mais malheureusement, j'ai constaté que nous sommes toujours dans la tradition ancienne qui veut qu'on étudie les auteurs français, on étudie les auteurs anglais, on étudie les autres, alors que nous-mêmes, nous devrions produire des romans, des contes, de la poésie, etc. Commençons par les TP des jeunes étudiants. Pensez-vous que la littérature peut transformer une société ? Ah oui, absolument, absolument. Comment ? Absolument. La littérature, justement, comme je le disais, est un véhicule d'idées et d'idées révolutionnaires. Lorsqu'en France, les gens comme les Diderot, les Voltaire et tout cela, tous ces écrivains et philosophes, évoquaient des idées non seulement de la défense et l'illustration de la langue française, mais également des idées de pouvoir mieux reconstruire la société, ils ont eu une influence énorme, une grande influence. La littérature, si elle est lue assidûment, si elle est écoutée, elle transforme peu à peu la mentalité, pourvu qu'on se donne un objectif bien précis et qu'on soit accompagné par ceux qui sont supposés prendre la littérature en charge. Je veux dire l'État, le ministère de la Culture, l'enseignement, etc. Là, alors, ça transforme, effectivement. Autrement, non, c'est partout au monde comme ça. La littérature influe sur le mental, sur la manière de voir, sur la manière de pouvoir se comporter, pourvu que cette littérature commence, soit diffusée, soit inséminée dans les enseignements qu'on apprend à l'école, à commencer par l'école primaire jusqu'au supérieur universitaire. Il y a l'écrivain russe Tchekhov qui a dit ceci: le rôle de l'écrivain est de dire ce qui ne va pas dans sa société et non de la guérir. Vous ne trouvez pas qu'il réduit le rôle de la littérature au niveau de poser seulement le diagnostic de sa société, dans la mesure où elle n'a pas plutôt les moyens pour la guérir? Oui, c'est peut-être dans un contexte bien donné, il énonce ce principe, mais en général, la littérature à la fois décrit la société, dénonce les maux de la société, mais également propose, ou simplement constate, propose et guide.
Moi, je pense que la littérature n'est pas simplement le fait de photographier des situations d'une société donnée, mais également et essentiellement de pouvoir, comme on le disait tout à l'heure là, de pouvoir vouloir influer sur la pensée de cette société. Et donc, c'est, qu'on le veuille ou non, comme la philosophie, la littérature est un guide. Et pendant longtemps, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a parlé d'une littérature engagée, comme de la sociologie engagée, comme la science anthropologie engagée, etc. La littérature engagée, c'est une littérature qui produit, qui a prétention du moins de pouvoir aller au-delà de la simple photographie, de la simple description du diagnostic de la société. Non pas dire ce qui ne va pas, hein, j'ai entendu ça, bon, le littéraire doit se contenter de dire ce qui ne va pas. Non, il doit dire, le littéraire doit dire ce qui est, et même ce qu'il pense lui-même. Vous savez, la littérature, c'est essentiellement basé sur la fiction, c'est-à-dire la production personnelle dans son propre imaginaire, hein, de ce qui est, de ce qui devrait être, etc. Et ça a toujours été ainsi. On invente. Autrement, aller simplement dire ce qui ne va pas, on risque de faire de la sociologie. Oui. La littérature, elle, est créatrice, inventive. Il faut imaginer, il faut embellir pour faire accepter, même si ce sont des faits qui sont décrits, mais il faut encore les montrer dans un langage tel que ce soit agréable à l'esprit et à l'oreille. Elle peut inventer, mais elle n'a pas les moyens d'imposer sa vision, par exemple. Oui, c'est vrai, elle ne peut pas imposer par elle-même. Oui. Jusqu'au moment où elle sera prise en charge par les structures appropriées. Okay. Quand le ministère de l'enseignement primaire ou de l'enseignement supérieur prend en charge des idées qui sont véhiculées dans un roman, eh bien, il est possible de les faire accepter dans la société à travers les élèves, à travers les étudiants. Donc, à ce moment-là, la littérature s'impose. La littérature, non seulement s'impose, mais elle est même imposée. Donc, il faut toujours une structure qu'on pourrait appeler une structure d'appui à l'expansion de la littérature. Sans cela, effectivement, comme un peu dans toutes les sciences, la philosophie peut apporter de belles idées de démocratie, des belles idées du vivre ensemble ou autres, tout comme la science peut apporter des inventions énormes. Mais quand elle n'a pas d'appui, de la part de l'État, de la part de l'industrie, de la part de ceux qui ont le pouvoir matériel, le pouvoir économique, ben, on ne peut pas aller loin. Regardez nos petits ouvrages que nous faisons ici, justement, restent presque localisées, toutes ces œuvres localisées dans un milieu donné, fermé, pas entendu, pas écouté ailleurs, mais parce que justement il manque du pouvoir économique nécessaire pour pouvoir en faire à la fois la publicité et la commercialisation. Voilà. Professeur, pourquoi l'expression belles lettres est collée à la littérature? C'est pour dire que la littérature ne vise que la beauté et pas la vérité. Bon, comme je disais tout à l'heure, l'art littéraire, c'est essentiellement une invention pour plaire, donner du plaisir. C'est, comme je disais, l'art de combiner les mots d'une manière agréable à l'oreille et à l'âme. Et belles lettres, ben justement, ça vient de là. Et je crois que c'est du temps même de la Pléiade, hein, en Europe, en France, où on parlait justement des belles lettres. Et quant à la vérité, et bien entendu, on aurait pu dire belles lettres véritables ou inspiratrices de vérité ou porteuses de vérité,
Non, si tu étais trop long, belles lettres, je crois que ça convient, c'est beau également. C'est court, mais c'est beau. J'ai créé personnellement une petite maison d'édition de belles lettres africaines. Okay. Vous savez, belles lettres ici aussi, on avait repris vers les années 70, pendant que la littérature était florissante, sincèrement ici, oui. Pendant la période de l'authenticité. Il y avait, avec les Massé Gabio, avec les Philippe Lébé, avec beaucoup de poètes, beaucoup de littéraires, des romanciers, qui malheureusement ne sont pas connus. Et à ce moment-là, on avait créé une maison d'édition Belles Lettres, justement. Oui. Belles Lettres, après, c'était les éditions Le Collet, et d'autres des privés ont continué. Mais je pense que ça vaut la peine de garder le mot « belles lettres » parce qu'effectivement, c'est beau. Sauf ceux qui n'aiment pas la littérature voient que les lettres qui sont là ou les mots, les phrases ne sont pas belles. Même quand on les prononce de la manière la plus sérieuse, la plus agréable possible, d'autres pensent que ça ne leur dit rien. Ben, ceux-là n'ont pas eu à exercer et l'esprit et l'oreille à la musicalité, à la beauté du langage, de la langue carrément. Et la langue, c'est... On la tourne d'une manière telle que nécessairement pour les initiés, elle devient belle. Belle à prononcer. Regardez, quand vous suivez les palabres de nos ancêtres, hein, pas des noms, pas de... Oui. Bon, nos villageois actuels, ils n'ont plus pratiquement rien du tout. Ils sont trop modernisés, pour ainsi dire. Mais les autres, nos parents, nos grands-parents, ils parlaient toujours de belles lettres, vraiment des expressions formidables, des proverbes, des paraboles, des métaphores incroyables. Eh bien, ils faisaient de l'art avec les mots, avec les idées également. Voilà. Professeur, à quand remonte votre premier contact avec le livre? Avec le livre, oui. Bon, c'est à l'école primaire, évidemment. À l'école primaire, je me rappelle bien, par exemple, on avait des auteurs français et on nous apprenait quelques textes littéraires. Oui. J'ai retenu, par exemple, je l'ai encore dans la mémoire, un texte de, je ne sais pas qui, quel auteur, mais Le garçon tout seul. Ça se trouve dans les... Je ne sais pas si vous avez étudié ça à l'école primaire. Le garçon tout seul. C'est ainsi qu'on a surnommé André Serval, un garçon de 14 ans qui, persuadé que personne ne l'aime, se complaît dans la solitude. Il aimait la mer et ses petits bateaux qu'il appelait la mouette. Ouais. Donc là, c'est l'école primaire. Donc c'est l'école primaire qui nous apprend et le français et la littérature. Et lorsque on aime cela, on finit par continuer à aimer. Et après, ces auteurs, évidemment, c'est les fables de La Fontaine. Hein, toutes ces fables-là, dont j'ai encore dans la mémoire au moins la moitié de ce que j'avais appris. Non seulement le corbeau et le renard, les animaux même malades de la peste. En tout cas, je les ai encore dans la mémoire. Je peux citer, réciter, on parlait des récitations, je peux réciter. Mais voilà, c'est le moment où je suis entré en contact. Et au petit séminaire, je me suis mis à écrire. Le premier texte que j'ai écrit, c'était une pièce de théâtre parce que je crois que l'Office des radios-télévisions françaises à l'époque a diffusé et avait prévu un concours et j'ai écrit. Malheureusement, j'avais envoyé, je ne sais pas, au Gabon, c'était perdu et je n'avais rien gardé. Mais j'ai continué à écrire. Bon, voilà. Quels sont les écrivains qui ont été à l'origine de la passion que vous avez pour les lettres? Bon, surtout ceux que nous avons étudiés au petit séminaire, donc aux humanités, François Mauriac, hein, et
Bon, Jules Verne, peut-être aussi un peu, 5 semaines à Ballon. Il y en a eu plusieurs, hein, tous ceux qu'on a, même les Balzac, et tout petit peu. Et, bon. Donc, tout cela nous ont beaucoup inspirés, mais je me rappelle que comme nous étions dans un milieu religieux, beaucoup de romans étaient choisis parmi ceux qui plus ou moins montrer le bon côté des choses. C'est-à-dire François Mauriac, Georges Bernanos, etc. Donc c'est peut-être cela. Et Paul Claudel, ça j'ai beaucoup aimé. Professeur, vous avez dédié l'une de vos publications à Valentin Yves Moudimbe, oui. Cet illustre homme oui. Qui a été à la base l'essor de la littérature congolaise vers les années 70, 80. L'aviez-vous côtoyé? Et quel souvenir gardez-vous de lui? Oui, je disais tout à l'heure, quand j'ai terminé ma licence à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi, j'ai écrit mon texte, mon mémoire sur un sujet qu'il a beaucoup aimé. Oui. C'était de l'herméneutique, en fait de la sémiologie, parce qu'il venait de créer un centre de recherche qu'il a dénommé Centre international de sémiologie, oui. CIS. Et là, dès qu'il a été au courant du travail que je faisais, quelqu'un, je crois, il a commis quelqu'un pour pouvoir me rencontrer. Je suis allé, je l'ai rencontré et directement, il a pris mon travail. Il me dit, écoutez, citoyen Ngoma, parce qu'à l'époque c'était citoyen. Nous allons, attendez, je vais lire, venez dans 2 jours, je vais lire votre travail. Et dès qu'il a lu, avant même le jour fixé, comme je rôdais tout autour, on me voit, on me présente de nouveau. Et là, il me dit, citoyen Ngoma, nous avons lu, j'ai lu ton mémoire, il n'y a pas une seule faute. Félicitations. En 1976. Donc nous, peut-être parce qu'on avait une certaine maturité acquise non seulement au petit séminaire, mais au grand séminaire aussi. J'ai fait 3 ans au grand séminaire de Maïdi, et donc pratiquement le graduat, avant de venir terminer à l'université catholique actuelle, faculté à l'époque, faculté catholique, dans le cadre de jury universitaire, et puis première licence, puis 2e licence à Lubumbashi. Donc, je l'ai... bon, j'ai gardé un grand souvenir parce que tout de suite, il a apprécié mon travail de mémoire et il m'a pris directement comme un de ses assistants. Et il m'a le plus fait confiance parmi tous ceux qui étaient là parce que il trouvait en moi une certaine maturité, oui. Et lui-même littéraire. Donc, vous savez, par exemple, L'odeur du père, oui. L'ouvrage, mais il me l'a donné en manuscrit. Il me l'a donné dès qu'il a terminé à saisir. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, donc il m'a donné pour lire. Oui. Il m'a dit, voyez s'il y a encore une faute. J'ai lu, j'ai tout. J'ai découvert quelques coquilles et puis je lui ai remis. Et il a envoyé en Europe. Donc, il m'a fait confiance. Et un souvenir remarquable, c'est que c'était en 1977, dès qu'il a vu que j'ai publié déjà des articles dans Zaïre Afrique, ça et là, et il a cherché une bourse pour moi. Je suis allé aux États-Unis. Il m'a envoyé. J'ai fait 1 mois. J'ai parcouru plusieurs universités jusqu'à aller visiter Harvard, où on voulait bien me prendre comme étudiant parce que je voulais refaire les études. On m'a donné les formulaires de droit, de la faculté de droit, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait qu'à l'époque, là, en 1977, 2 personnes, 2 Congolais, oui. Mais qu'il n'y avait pas plus, 2 seulement. Mais ils ne m'ont pas donné le nom, c'est après, quand je rencontrerai dans une université à côté, le professeur Wamba Diawamba, actuel Wamba Diawamba, il a enseigné à Brandeis University, à côté de Harvard. Et c'est là où on me dira que les 2 qui étaient là, qui avaient d'ailleurs décidé de se marier, c'était le professeur Liaou et Sophie Kanza. Voilà. Alors, il disait, moi, je devais être le 3e là-bas.
Mais malheureusement, et là, c'est vraiment, j'ai gardé un souvenir très agréable de la part du professeur Modi. Il m'a aidé à davantage aimer la recherche scientifique. C'est pour cela que je lui ai dédié, entre autres, ce livre. On s'écrivait jusqu'il n'y a pas longtemps, en 2010. On a organisé à l'université Laval, au Canada, oui. Un hommage. J'ai été invité à témoigner, etc. J'ai fait un texte là-bas, à Laval. Il est encore vivant, non? Ah, il est encore vivant, oui, oui, oui. Il a remis, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, par la presse, par la télévision, j'ai vu qu'il a remis près de 30 000 ouvrages, de ses ouvrages. Oui. 10 ou 30, je ne sais pas exactement, mais des nombreux cartons de ses ouvrages à l'université de Lubumbashi. Okay. Donc, parce que là, il a beaucoup enseigné là-bas et il a commencé à écrire tous ses romans, je crois. C'était à partir de là. En tout cas, Chaba 2, c'était là. L'écart, oui, il était encore là-bas. Le Bel Immonde, oui, il était encore là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet homme? De cet homme, bon, c'est un savant, effectivement. C'est un savant quand, en 2001, je me trouvais à l'université du Maryland aux États-Unis. Quelqu'un est venu me dire que dans une université, on avait découvert un manuscrit dans un latin très ancien, ou grec, très, très ancien. On ne trouvait pas des spécialistes aux États-Unis dans l'université. Et lui, on l'a sollicité là où il enseignait, où il enseigne à Duke University en Californie, pardon, pas en Caroline du Nord. Oui. Et finalement, c'était lui qui était parti déchiffrer le manuscrit, un long manuscrit, et voilà. Donc vraiment, c'est un grand savant, un grand monsieur qui est à la fois linguiste. Vous savez qu'il a commencé par les romans, oui. Donc linguistique romane. Il a fait sa thèse de doctorat sur un mot, R, A-I-R, simplement. C'est l'intitulé de sa thèse. Alors, il a ajouté un peu études sémantiques. L'air du temps, il a l'air de, il a, voyez, une étude sémantique. C'était à la fois littéraire et un peu philosophique. Donc, c'est pour cela qu'il s'est retourné avec beaucoup d'aisance vers la philosophie, sans compter l'ethnologie, etc. Mais vraiment, il est pluridisciplinaire. Par quoi est-ce qu'on reconnaît un savant? Un savant par, je crois, la capacité de produire des choses sensées, des innovations. Et lui, effectivement, non seulement dans nos sciences, peut-être pas des innovations, dans nos sciences humaines, mais par la profondeur, la qualité, l'abondance de ses écrits, des écrits, là on reconnaît alors qu'effectivement il les sait, c'est-à-dire il est savant. Nous savons tous, mais il y a des degrés de maîtrise des savoirs et des connaissances. Quand on a un haut degré comme lui, oui. Il est très. Vous savez, quand il vous parle latin, il a été novice dans les... il devait être religieux. Et oui. D'ailleurs, quand vous le voyez, il a l'air moine. Oui, oui. Donc, un peu moine. Il a été au Rwanda, il a fait le noviciat. Il connaît parfaitement le latin, le grec, etc. Et il maîtrise. Alors que nous oublions, mais lui retient facilement. Voilà, donc c'était effectivement pour moi, c'était savant. Non seulement, je le dis parce qu'il a été mon maître pendant 3 ans et nous avons gardé le contact, mais sincèrement, il est admiré. Il enseigne ça et là, non seulement aux États-Unis, mais également en Allemagne, après avoir enseigné en France, etc. Professeur, et à Kinshasa aussi, évidemment. Vous avez aussi écrit sur Zamenga Batukezanga. Oui. Que pensez-vous de cet homme et comment concevez-vous son apport à la littérature congolaise? Oui, j'ai fréquenté Zamenga Batukezanga, il habitait Livoulou, et moi j'étais pas très loin de là non plus, donc un ami m'a introduit auprès de lui et je l'ai aidé dans l'écriture de certains textes. Vous voyez,
Quand il écrit, il vous donne s'il y a moyen de refaire un peu la langue. Et, en tout cas, certains textes, je les ai travaillés, notamment Lettres d'Amérique. Oui. J'ai eu à revoir, notamment quoi encore là, Nkenge l'a divorcé, notamment un livre que j'aime bien, que beaucoup ne lisent pas malheureusement, Chemin interdit. Vraiment une trame là formidable qui est là-dedans. Et donc j'ai écrit, après l'avoir fréquenté, finalement je me suis dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'écrits sur lui. En tout cas, il n'y avait pas un seul livre sur lui. Et je l'ai enregistré, je lui ai posé des questions, je suis allé, j'avais pu avoir une bourse en allemand, je suis allé, mais avant de maîtriser la langue allemande, je me mettais carrément à écrire en français, et notamment ce petit ouvrage-là, de 80 pages simplement, oui. Et je l'ai écrit. C'est un ouvrage qui indique sa vie et ses œuvres. Pour le moment, je venais de terminer la rédaction complète. J'ai lu tous ces livres. La plupart de tous ces livres, j'ai refait l'ouvrage. C'est maintenant... ça doit être publié. C'est ça dans les 200 pages pour le moment. Okay. Certains pensent que ces œuvres sont à classer dans le genre nouvelle que dans le genre roman. Oui, personnellement, je le dis également dans l'ouvrage que j'ai écrit et que je venais de refaire. Roman, le roman se distingue essentiellement de nouvelles ou des récits, simplement par la quantité, le volume, etc. Mais l'essentiel de ce qu'on appelle le roman est là, absolument. La plupart de ces ouvrages ne dépassent pas à 120 pages, ou 180 pages, quand et des formats poche. Donc, moi, je crois qu'on les appelle romans, qu'on les appelle nouvelles, qu'on les appelle les récits, ce n'est pas un problème, c'est de la littérature. C'est de la littérature. Au début, peut-être un élément important, c'est que l'écriture faisait parfois que c'était pas des romans, c'était pas très littéraire, oui. C'était beaucoup plus sociologique, description, oui. Mais peu à peu, il a affiné le langage. Et quand vous voyez effectivement plusieurs ouvrages qui sont venus après les hauts et les bas par exemple, oui. Eh bien, tous ces autres-là, Un boy à Pretoria ou d'autres chemins interdits, comme je disais, Nkenge est divorcé, et là, ça clairement tourné vers la beauté, vers la littérature, l'art d'écrire. Donc, roman ou récit, bon, je crois que ça n'a pas trop d'importance. On reproche souvent à ces textes d'être trop simplistes, au point de priver les lecteurs d'une certaine jouissance intellectuelle qui survient au bout du décodage. Oui, là c'est vrai, mais sachez que probablement à cause de cela, oui. Il est le plus accrochant de nous tous. Le plus accrochant, c'est ça, le plus lu. Oui, oui. Un ami vient de faire une thèse de doctorat. Il a terminé, le chef des travaux Ngabala. Il va défendre le mois prochain, à la fin du mois prochain, sur la réception de la littérature congolaise ici. Eh bien, clairement, il établit que Zamenga Batukezanga est effectivement l'écrivain le plus lu, malgré justement ce langage-là du début. Donc les jeunes, pas seulement les tout jeunes, mais les jeunes adultes et tous ceux qui aiment la littérature, finissent par y voir tout de même des récits intéressants qui sont racontés d'une manière telle que ça plaise, effectivement. Ça plaît. Les petites anecdotes, les petits voyages de Diawayame ou vers l'Europe, les petites... Alors, tout cela intéresse le monde. D'autres disent que c'est populaire.
c'est une littérature populaire et ça, c'est pas mal. Ça, en tout cas, Mundimbe, Ngala et d'autres ne sont pas aussi connus que Zamenga Batukezanga. Le langage de Mundimbe, mon maître, et par exemple, dans L'écart, le roman qu'il a écrit, L'écart, c'est tout à fait cérébral, c'est difficile à comprendre. Même le Dieu, comment là, Dieu entre les eaux, entre les eaux, là, c'est assez difficile à pénétrer. Mais Zamenga, là, tout le monde comprend. Ce sont des petits faits qu'il décrit et des faits cocasses parfois qui font rire ou qui font réfléchir ou qui le font retourner vers les traditions africaines. Et là, ça plaît à tout le monde. Voilà. Professeur, pour revenir un peu à vous, est-ce que l'écriture, je veux dire l'écriture littéraire, oui. Est-ce qu'une question d'appel, de vocation pour vous, ou vous vous êtes tout simplement dit, puisque je fais des humanités gréco-latines et que je peux facilement jongler avec les mots, je me lance dans la littérature? Je pense que c'était, pour ainsi dire, non pas une vocation, mais c'était naturel pour moi, c'est-à-dire que c'est venu spontanément pour avoir fait justement les littéraires, mais déjà pour avoir aimé. Vraiment, j'ai même mémorisé toutes les récitations là, de l'école primaire. Ah bon? Ah oui. et à commencer par la première année primaire, qui voit, Dieu voit tout. Hein, vous voyez, nous avons étudié tout ça. Dieu voit tout, qu'il a marqué sur mon visage, etc. Donc tout cela m'a amené finalement non seulement à aimer lire, mais aussi à m'exercer à écrire. Et donc, c'était renforcé par le fait des nombreuses lectures, effectivement, littéraires, au petit séminaire. Et puis, heureusement pour moi, je n'ai pas fait que lire, mais également m'exercer à écrire. Et puis, c'est parti. Mais il faut dire que c'est quand même difficile parce que ce n'est pas ma vocation première, ce n'est pas ma fonction première. Ma fonction, c'est essentiellement l'enseignement, et même pas l'enseignement de la littérature, mais l'enseignement, la recherche et l'enseignement en philosophie. Donc la littérature, ça vient un tout petit peu comme une sorte d'appendice pour moi, mais en tout cas, j'y consacre pas mal de petits écrits. Je suis à mon 4e ou 5e petit recueil de nouvelles, sans compter les poèmes. J'ai obtenu en 74-75 des prix nationaux de poésie. Et également, à Lubumbashi, j'ai obtenu 2 prix. On avait des cercles littéraires comme Salon Gonzo et d'autres ici. Et en 85, j'ai reçu un prix international avec mon ami Yokandlie Moudaba et avec Chitungu du Katanga. Nous avons eu le prix Nemis du Chili. Et c'était pas mal, voilà. Donc, pour moi, c'est vrai, ce n'est pas ma tâche principale, mais je l'aime beaucoup, l'écriture, je l'aime beaucoup, j'écris, et je continue. Donc, il y a un roman un peu plus important qui est en chantier. Vous avez eu à écrire dans le temps des poèmes. Des poèmes, oui, mais le temps est passé. Oui. Est-ce que vous vous sentez toujours poète? Est-ce que le temps ou le côté réflexif de vos activités n'a pas fini par étouffer cet élan poétique? C'est vrai, avec la philosophie, les recherches en philo, on consacre moins de temps à la littérature, y compris à la poésie. Mon premier texte de poésie, justement, date du petit séminaire, La rivière, au bord de la rivière, vous voyez, en forêt, etc. Mais je n'ai pas abandonné totalement, à tel point que, pour le moment, je crois que cette année, je vais devoir publier la 100aine de poèmes que j'ai déjà écrits.
Et d'autres, je vais élaguer, je vais enlever d'autres qui sont un peu peut-être trop sentimentaux, ou trop mal écrits. Ou, bon, voilà, je suis en train de sélectionner. J'ai déjà retenu 54 qui sont là-dedans. Et donc, je m'intéresse encore. Et même maintenant, je crois que je sens que au-delà de la spontanéité, il y a une réflexion un peu plus importante et je cisèle davantage donc l'écriture. Ça me plaît. Malgré les prix que j'avais obtenus, c'est qu'on a accepté mes poèmes, mais je pense que certains doivent être réécrits. Vous avez besoin d'une certaine atmosphère pour écrire le poème, d'être dans un état second pour écrire le poème ou non, l'état second, non. Mais je savais que le professeur Moudimbe, à Lubumbashi, buvait, hein. Il buvait, oui, il buvait et fumait. Oui. Oui, pas nécessairement avant d'écrire, mais en tout cas, je le voyais et il écrivait beaucoup et il buvait quand même. Pas trop, hein, pas, non, parce que... Alors, et lui, est-ce qu'il avait un moment pour écrire, un moment bien précis, un état d'esprit bien donné? Non, je ne sais pas. Mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est presque toujours comme je fais la philosophie, comme je fais donc soit dans ma chambre, soit je n'ai pas besoin d'être dans une atmosphère. Au début, oui, je venais de vous parler par exemple du premier poème, La rivière, ou tout ça. Oui. Là, c'était dans la forêt, aux alentours du petit séminaire, là, avec. Mais après, non. Et donc, ce sont des événements qui vous arrivent à l'esprit, et puis ça vous frappe et vous vous mettez à écrire. L'un des derniers poèmes que je venais d'écrire, c'est la mort d'une belle-sœur qui est morte, qui nous était chère à la maison, et puis finalement, j'ai écrit un long poème pour elle. Okay. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez dans l'acte d'écrire? C'est d'abord pour moi-même. Oui. Je lis beaucoup, j'aime lire. Pour moi, quand il s'agit de loisirs, c'est la lecture. Oui. Et au-delà, en prolongement, c'est l'écriture. J'écris. Et qu'est-ce que j'aime là-dedans? C'est simplement d'abord écrire. Vraiment, écrire un texte, une page, je peux écrire, la réécrire 5 fois, 10 fois. Pour que je sois certain, hein, suivant les leçons peut-être de Boileau, oui, sur le métier, 10 fois remettez votre ouvrage, hein, critiquez sans cesse et ne laissez passer aucune fois. Voilà. Et c'est ça que personnellement j'aime. J'aime écrire des choses qui sont correctes, qui doivent être jugées correctes par les lecteurs, à la fois les lecteurs ordinaires et les lecteurs savants, exigeants, etc. Et c'est pour cela que quand vous voyez tous mes livres, y compris les livres de philosophie, oui, c'est toujours des ouvrages qui sont pris comme admirables ou en tout cas acceptables. Voilà. Donc, ce que j'aime, c'est transmettre cette sensibilité à moi, également, pour moi-même, mais essentiellement pour les autres, pour qu'ils me lisent, qu'ils sachent ce que je ressens et ce qui se passe, et également comment je voudrais qu'ils voient également le monde, en plus de ce qu'ils ont appris par d'autres. Quel regard portez-vous sur la littérature congolaise aujourd'hui? Oui, la littérature congolaise est très dynamique. Elle est florissante. À un certain moment, j'ai cru avoir lu quelque part que un chercheur, je crois, français ou belge, avait écrit, il y a déjà de cela 20 ans, il avait dit que le Congo ici avait plus de titres que les pays qui sont les plus connus comme littéraires, comme le Sénégal, comme le Congo-Brazzaville ici. Mais nous avons même beaucoup plus de titres qu'eux. Cela veut dire que nous écrivons
malheureusement, pour des raisons probablement de non prise en charge sérieuse par les structures qui devraient porter haut cette littérature, ces Congolais écrivains ne sont pas connus. Sinon, effectivement, je vous parlais tout à l'heure des cercles littéraires. Quand nous étions à Lovanium, c'est des cercles littéraires qui fleurissaient, Pléiades des traditions, Ngonso, etc. Oui. Donc, il y en avait. Et heureusement, pour le moment, on continue quand même d'écrire. J'ai été au Centre culturel Wallonie-Bruxelles. Richard Ali est en train de faire un excellent travail. Il a même créé un prix Zamenga. Oui. Il a créé un prix Zamenga et chaque fois qu'il lance le concours, il y a toujours beaucoup de manuscrits qui lui arrivent, dont il faut sélectionner ce qu'il croit être. Mais en tout cas, l'amour de la littérature, de l'écriture est encore présent dans nos écoles, chez nos élèves, chez nos jeunes gens. Oui. Et même, j'ai vu par exemple, quand j'étais à Matadi, un banquier, quelqu'un qui travaillait à la banque, un adulte, qui m'a montré 2 recueils de poèmes qu'il venait d'écrire. Un adulte, vraiment, c'est magnifique. J'ai oublié le nom, mais on continue à écrire. Vous voyez, qui ça qu'il faut citer, Masséga Bio, tous ces mondes-là, les Mugaruka, les Gubarika, les Yoka, et tous ces mondes-là. Il y en a beaucoup, Makolo, Bestine. Oui, Bestine Kazadi. Kazadi, tous ces mondes-là. Et les B, ils sont nombreux, nous écrivons, mais notre littérature n'est pas très visible. C'est ça le problème. Brièvement, il nous faudra probablement un ministère de la culture, et donc un ministre qui a des initiatives, beaucoup d'initiatives, qui connaît la littérature, qui s'ouvre à la culture, pour qu'il crée des possibilités, effectivement, de booster, de pouvoir faire avancer et rendre visible notre culture. Il y a en France, en Belgique, un Congolais qui est formidable, Siwar. Siwar, oh, c'est un Congolais. Ah oui, un Congolais du Kassai ici, Siwar Kamba. Mais c'est incroyable. Ces ouvrages sont d'une beauté littéraire incroyable, aussi bien des contes que des romans. Il a déjà reçu des... Vous voyez, il n'est pas très connu ici. Je l'ai rencontré lors d'une évaluation, justement, de la littérature congolaise à l'Université d'Afrique du Sud, UNISA, ici à Pretoria. Et c'est vraiment... Nous avons des littéraires, ça et là, mais qui ne sont pas très connus. Professeur, là, nous tendons sûrement vers la fin, lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission. Mais avant qu'on puisse terminer, si vous avez un mot à dire à propos de cette émission. À propos de l'émission, je dois sincèrement vous féliciter pour cette initiative. Ça fait connaître, comme je le disais tout à l'heure, les valeurs culturelles que nous avons ici dans notre pays. Il faudra multiplier ces émissions, il faudra faire des vidéos, et il faudra peut-être faire des recueils de toutes ces interviews, parce que j'ai vu sur la philosophie négro-américaine ou african-américaine, et des ouvrages qui sont faits à base d'interviews qui sont faites. Et c'est très agréable à lire parce que c'est sous forme de dialogue, et je crois que je vous félicite. Il faudra aller de l'avant, chercher. Il y en a beaucoup. Il y a des collègues, Thierry Landou, qui n'est pas encore passé ici, je crois. Il y a parmi ceux qui écrivent, mais pas simplement ceux-là qui commentent les travaux des autres ou qui analysent, qui sont encore à l'université de Kinshasa, Makolo, prof Makolo. Je crois que vous l'avez déjà reçu. Et il y en a d'autres, on pourra vous les faire connaître. Et comme vous êtes un bon chercheur, je l'ai remarqué,
ben, vous les connaîtrez par vous-même. Mais je vous encourage. Merci. Tout le bonheur a été pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Nous vous disons merci pour votre disponibilité et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois. Peut-être que nous aurons prochainement à vous recevoir ici pour parler autre chose. Oui, merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi et on pourra peut-être reparler des livres concrets, individuels, prendre un ouvrage ou un autre de moi-même ou carrément de quelqu'un d'autre, comme Chabadeux de Mudimbe, comme Errance de Ngal ou un autre de, bon, voilà, de Soumaïli. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à m'inviter. Ok. Voilà. Chers téléspectateurs, là nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Nous vous disons merci pour votre disponibilité, pour l'attention que vous avez portée à cette émission. Au revoir et à la prochaine émission. Bye bye.